Bonjour. Dans le cadre de cette troisième séance, et en particulier dans ce troisième exercice, toujours dans le cadre du modèle de régression multiple, et suite à ce qu'on a déjà développé la fois dernière, on va essayer de mettre dans le cadre de cet exercice l'accent sur la formulation matricielle d'un modèle de régression multiple, l'intervalle de confiance de l'erreur, en utilisant le tableur Excel pour faire des estimations d'un modèle de régression multiple à l'aide des données. Euh, voilà. Par la suite, on va mener les tests d'hypothèses jointes, le test d'ajout de variables explicatives, ce qu'on appelle le F-test, et enfin le test de stabilité des coefficients dans le modèle de régression multiple sur toute une période, en particulier le test de Chow. Les données de l'exercice, comme vous le voyez, c'est un modèle de régression multiple avec trois variables exogènes. Vous avez ici le tableau des données. On vous donne un certain nombre de résultats, x transpose x. Voilà, faites attention ici. Vous avez x transpose x, voilà, moins 1 égale à x transpose x moins 1. Par la suite, vous avez x transpose y, comme vous le voyez, et vous avez la somme de epsilon de t au carré, 67,45, et la moyenne de la variable endogène, et vous avez y transpose y. Pourquoi? Parce que nous allons mettre sur la forme matricielle, nous allons mettre l'accent sur la forme matricielle d'un modèle de régression multiple. Ce qu'on vous demande de faire dans le cadre de cet exercice, de mettre le modèle sous sa forme matricielle, d'estimer les paramètres, donner l'estimation de la variance de l'erreur et les écarts types des coefficients, de calculer l'intervalle de confiance de la variance de l'erreur, de voir est-ce que les variables explicatives est-ce qu'ils sont significatives ou non au risque de 5%, de dresser le tableau d'analyse de la variance mais en utilisant la formulation matricielle. Pourquoi? Parce que nous avons déjà vu qu'il y a deux formes, la forme algébrique et la forme matricielle. Les exercices précédents, on a utilisé la forme algébrique. Aujourd'hui, nous allons voir comment utiliser sur la base de données qu'on a, la forme matricielle, et de déduire le coefficient de détermination R carré et R bar carré. La septième question, on vous demande de voir est-ce que le modèle est significatif, globalement significatif au risque de 5%. La huitième question, on vous demande de répondre aux questions 2, 3, 5, 6 et 7 à l'aide des tableurs Excel, de comparer les résultats que vous allez obtenir par rapport aux résultats précédents. La 9e question, on vous demande est-ce que le coefficient bêta 1 et bêta 2 sont simultanément et significativement égales à différents de 1 et de 0,5 au risque de 5%. La 10e question, on vous demande est-ce que le fait d'ajouter des variables explicatives à ce modèle x2, x3 pourront éventuellement améliorer de façon significative l'estimation par rapport uniquement à x1 au risque de 5% toujours. Peut-on La 11e question, peut-on considérer que le modèle est stable sur toute la période ou bien les coefficients du modèle sont stables sur toute la période au risque de 5% en prenant en considération qu'on peut subdiviser ou bien scinder donc toute la période en deux sous-périodes de 1 à 7 parce que vous avez n est égal à 14 observations de 1 à 7 et de 8 à 14. La dernière question, un économiste qui suggère comme quoi bêta 1 est égal à 1, bêta 2 est égal à bêta 3, on vous demande c'est-à-dire de conclure est-ce que vous êtes d'accord ou non avec cet économiste. Bien, donc voilà pour les questions. Je pense que les réponses aux questions 1, 2, 3, 1, 2 et 3, nous les avons déjà traitées donc dans les exercices précédents. Voilà, donc, sauf que la forme matricielle, comme vous le voyez, il y a le vecteur y de dimension n, c'est 14, et vous avez 14 lignes et une colonne. Vous avez ici la matrice x, la matrice d'information x, comme vous le voyez. Vous avez 4 colonnes et 14 lignes. Donc, à l'exception, comme vous le voyez ici, vous avez la première colonne, vous avez un partout. C'est
C'est un indicateur comme quoi vous avez une constante. Pourquoi? Parce que le modèle, comme nous l'avons déjà vu, c'est bêta 0 plus bêta, etc. Donc vous avez ça, c'est un indicateur, c'est-à-dire il représente la constante, pardon. Ici, vous avez les informations sur x1, x2 et x3. Ici, vous avez le vecteur bêta, comme vous le voyez, la constante et les trois coefficients. Et par la suite, vous avez le terme de l'erreur. Il faut bien faire attention aux dimensions. Je l'ai bien montré ici. N1, N, K plus 1, K plus 1, N et 1, avec K est égal à 3 et N est égal à 14. Donc voilà la réponse à la première question. La deuxième question, on vous demande d'estimer les paramètres du modèle par la méthode du moindre carré ordinaire avec l'application de la formule de l'estimateur bêta chapeau par la méthode du moindre carré ordinaire, x transpose x moins 1 fois x transpose y. Vous avez toutes les informations pour effectuer ce calcul. Comme vous le voyez, vous avez déjà, on a fait le calcul, on a trouvé que la constante, comme vous le voyez, est égale à 32 et quelques, et ainsi de suite pour bêta 1, bêta 2 et bêta 3. Le modèle ainsi estimé, comme vous le voyez, il est donné par la formule, donc la formulation suivante. Voilà, donc ça c'est le modèle estimé. Relativement à la troisième question, on vous demande d'estimer la variance résiduelle. On a déjà traité ça auparavant. Je vais tout simplement appliquer donc cette formule. J'ai les données de la somme de epsilon de t au carré. Il est donné. Donc je peux tout simplement diviser par n moins k moins 1, tout en sachant que n est égal à 14, k est égal à 3. Si je fais donc le calcul, je peux trouver que l'estimateur est égal à 6,745. Donc voilà, une fois que nous avons bien estimé la variance résiduelle, je peux déduire par la suite ou bien déterminer la matrice des variances covariance, comme nous l'avons déjà traité auparavant. Voilà, donc c'est la formulation de la matrice variance-covariance. Je vais multiplier la variance de l'erreur donc estimée par la première diagonale pour que je puisse déterminer, comme vous le voyez ici, soit les variances de chaque coefficient, ou bien je peux déduire par la suite les écartifs ou bien l'écartif de chaque coefficient. Donc une fois que nous avons déterminé la variance résiduelle, la matrice des variances covariance et les écartifs de coefficients, je vais passer par la suite pour la quatrième question. On vous demande de déterminer l'intervalle de confiance à 95% de la variance de l'erreur. Donc je vous rappelle, comme nous l'avons déjà développé dans le cadre de notre cours, comme quoi la forme de l'intervalle de confiance de la variance de l'erreur, ce n'est rien d'autre que, donc ici vous avez la borne inférieure, ici vous avez la borne supérieure, n-k-1 multiplié par l'estimateur de la variance résiduelle divisé par Q2 avec 1 et Q2, 2. Donc faites attention ici, ce n'est pas comme dans le cadre de la loi normale, on utilise T alpha sur 2, T alpha sur 2 la même, mais ici, comme vous le voyez, vous avez Q2, 1, et avec un degré, donc avec un risque, comme nous allons le voir ici, on va mettre un risque alpha sur 2, et de l'autre côté, on va mettre donc Q2, 1, on va prendre un risque alpha sur 2, et le complémentaire, il faut le mettre dans la deuxième borne, ou bien la borne supérieure, c'est Q2, 2. Avec le complémentaire, c'est 1 moins alpha sur 2 est égal à 0,975. Autrement dit, si on consulte la table de la loi de Q2, la table de la loi de Q2, je dois lire dont alpha est égal à 0,025, comme vous le voyez. Il faut la mettre dans la première borne et le complémentaire, il faut le mettre dans la deuxième borne. Autrement dit, pourquoi on a considéré la loi de Q2, parce que la variance, il a une forme quadratique. On a déjà démontré comme quoi la somme de plusieurs variables, normales centrées, ou bien la somme du carré de plusieurs variables qui suivent les lois normales centrées réduites au carré, donc il suit une loi de Q2. Donc il faut revoir vos notes de cours. Donc je consulte la table de la loi de Q2, donc la table de la loi de Q2 comme vous le voyez. Donc vous avez dans la première ligne les probabilités correspondantes, voilà, les probabilités correspondantes, et ici vous avez le degré de liberté. Pour notre cas, nous avons un degré de liberté n-k-1 est égal à 10, donc je dois déterminer,
vous avez ça, c'est alpha sur 2, 0,025, alpha sur 2, voilà, alpha sur 2 est égal à donc, la valeur la valeur de qui de l'U, 3,25, et pour l'autre borne, est égal à, comme vous le voyez, 1 moins alpha sur 2, c'est 0,975, donc est égal à 20,48. Donc ça, c'est qui de 1, et ça, c'est qui de 2. D'accord? Donc si je remplace les valeurs de qui de 1 et qui de 2 dans l'intervalle de confiance de la variance de l'erreur, donc je vais trouver, donc comme nous allons le voir ici, donc vous avez, c'est on remplace, on va trouver, comme vous le voyez, donc je vais diviser par 20,48. Ici, vous avez 3,25, d'accord? Donc là, l'intervalle de confiance de la variance de l'erreur, donc la variance de l'erreur, elle est comprise entre 3,30 et 20,75. Pour l'interprétation, on peut dire qu'on a 95 chances sur 100, 95 chances sur 100 pour que la variance de l'erreur soit comprise entre 3,30 et 20,75. Donc voilà, je vous donne rendez-vous donc dans une prochaine vidéo pour le traitement des autres exercices. Et merci.